Et voilà, amis rhéteurs, bonjour à nouveau Thomas Grimaud. Nous sommes en anthropologie, deuxième partie, puisque la rhétorique est une technique et un art de trouver les arguments, les preuves qui peuvent convaincre dans les matières à débat cet auditoire, dans ces circonstances, que le moyen que je défends, que je propose, envoyer des soldats français en Ukraine ou non, avancer, retarder, l'âge de la retraite, voter pour un tel ou pour un tel autre, est le meilleur ou le plus utile pour le bien commun, comme l'auditoire est composé d'êtres humains, d'hommes et de femmes, il nous faut une anthropologie, c'est-à-dire une science de l'homme. Ce qu'est l'homme avec un H majuscule, je ne sais pas comment on fait, voilà, comme ça sera plus facile. On a vu quoi? Qu'il y a une nature humaine qui est le propre de chaque être humain, quel que soit son niveau social, sa période de vie, quelle que soit sa couleur de peau, blanc, noir, jaune, violet, peu importe. Tous les êtres humains sont des êtres humains. Ainsi donc, on a tous la même dignité. Il existe un droit naturel, c'est-à-dire intrinsèque à l'être humain parce que être humain. On a vu que l'homme est finaliste, nous agissons en vue d'un but, en tout cas d'un bien, c'est ce que l'on, soit un bien objectif, soit un bien subjectif, c'est-à-dire que même celui qui voilà, va tout faire pour essayer de trouver son bien à lui tel qu'il le perçoit dans son manque, dans son addiction terrible, dans sa maladie, je ne sais pas comment dire, il va tout faire pour se procurer ce qu'il considère être comme son bien. Voilà, on continue. On a vu que ce que l'on appelle le droit naturel est partagé, enfin on ne l'a pas vu, mais je vous le dis, est partagé bien sûr par les visions religieuses, en tout cas un certain nombre, et que c'est partagé aussi par la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, hein, où tout homme est être et capable de raison, et les personnes naissent et vivent libres et égaux. Après, quand on est dans le réel, et ce qui est important, c'est ça. C'est pas d'être dans l'idéalisme platonicien à inventer l'eau tiède ou essayer d'inventer l'eau tiède, à faire des concepts, machin, des bidules et compagnie. Tout ça, c'est pipeau. Un médecin, quand vous allez le voir, il vous parle simplement et il n'emploie pas des termes techniques si vous-même n'êtes pas médecin, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Donc, quand on regarde le réel, on voit bien que si l'être humain a la nature humaine, qu'il y a une dignité humaine et tout ça, qu'il y a le droit naturel et les droits positifs, on voit bien que l'homme est tiraillé. Et là, on reprend non plus Saint-Benoît, non plus Alex Ferguson, non plus Caroline Fourest, mais je vais paraphraser Saint-Augustin, qui est un très grand penseur du début de l'ère chrétienne, à Carthage, bien évidemment. Euh, Saint-Augustin a écrit les Confessions, bien sûr, mais aussi les deux cités. Il y a deux cités qui mènent une guerre l'une contre l'autre, celle qui va de l'amour de Dieu, celle qui part, qui a été fondée par l'amour de Dieu, celle qui va de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de l'homme, mépris au sens chrétien, là en l'occurrence du côté pécamineux de l'être humain, bon. Et versus, contre, la cité de l'homme qui va de l'amour de l'homme jusqu'au mépris de Dieu. Donc, là, si on récupère une citation de Saint Paul, je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. En paraphrasant les deux, quelle que soit la pensée religieuse, quelle que soit l'époque, toutes les religions, grosso modo, toutes les philosophies, voient bien qu'il y a une sorte de, je ne vais pas dire dualisme, hein, parce que c'est un terme philosophique d'une pensée philosophique, mais une conflictualité, un tiraillement en l'homme, en chacun de nous. Ça, c'est le réel. On voit bien qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut et que ce que l'on ne veut pas faire, parfois on le fait. Et face à cette problématique, qui revient à l'être et au devenir, l'être et le mouvement Parménide et Héraclite, vous avez là, en philosophie politique, toutes les réponses des différentes écoles modernes. Soit l'être humain est naturellement bon, et donc c'est la société qui l'opprime, soit l'être humain est naturellement mauvais,
Et donc la société doit opprimer pour réglementer. 1984, George Orwell par exemple. Mais non, dans la pensée réaliste, en regardant le réel, on voit bien qu'il n'y a pas de déterminisme, matérialisme à la Bourdieu et compagnie, que chacun de nous, sur le principe, peut agir pour le bien ou faire le mal. L'homme est donc tiraillé en lui. En rhétorique, ça veut dire quoi, camarades syndiqués? Ça veut donc dire que quand je vais faire mon discours rhétorique, je vais opposer ce que j'appelle, moi, l'estime de soi et l'amour de soi, entre guillemets, les devoirs et les droits, l'honneur et le plaisir, en sachant que le plaisir n'est pas forcément pécamineux et que l'honneur n'est pas forcément grandiloquent ou grandiose. Eh bien, quand cela est possible, puisque l'auditoire lui-même, composé d'hommes et de femmes, est tiraillé, je vais tenter, quand cela est possible, bien sûr, de montrer que ma solution, le moyen que je propose, correspond, réunit, réconcilie et l'estime de soi, et l'amour de soi, et l'honneur, et le plaisir, et les devoirs, et les droits, et le droit naturel, et les droits positifs. Et quand on étudiera un petit peu en précision la bagarre à 24 heures près entre le message du maréchal Pétain le 17 juin 40 et la réponse fantastique du général de Gaulle le lendemain, le 18 juin 1940, de Londres, c'est son premier appel. Hein, on verra comment honneur et droit sont mélangés. L'homme est donc tiraillé, c'est ça qui est important. Saint Paul, épître aux Romains, chapitre 7, verset 15. Mais il y a aussi René Grousset dans il débute ainsi son bilan de l'histoire. Je regarde pour être sûr de ne pas me tromper dans la citation. Deux points, ouvrez les guillemets. L'homme désormais sans illusion sur le fauve qui dormait en lui. Union générale d'édition 1962, page 7, 10, 18. Ok. Grousset, qui a, semble-t-il, été un grand historien, voilà, explique, dit que l'homme n'a plus d'illusion, il sait qu'il y a un fauve en lui. Et donc toute l'anthropologie va être comment répondre à cette question. Il y a les idéalistes et les réalistes. Retenons que nous sommes donc tiraillés entre estime de soi et amour de soi. Retenons également que l'un et l'autre ne sont pas, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre en soi, ou en soi peut-être, mais en l'occurrence dans le monde politique peut-être pas. Donc, exercice tout simple. Si je veux repousser l'âge de la retraite pour tous, au nom du budget, au nom des finances publiques, est-ce que j'agis par amour de soi ou par estime de soi? La ville qui refuse, en préférant payer des pénalités, d'appliquer la loi de construction de logements sociaux. Est-ce qu'elle agit par estime de soi ou par amour de soi? Voilà des exemples que vous trouvez dans mon bouquin « La force de la rhétorique ». Je fais un peu de pub. Comment ça, vous ne l'avez pas encore acheté? Mais il faut en acheter 5. Bon, par personne, bien sûr. La force de la rhétorique aux éditions Ellipse. Donc, on l'a vu aussi sur le Covid. On en a appelé, et c'est là où les deux peuvent servir d'argument, dans la rhétorique gouvernementale, on a très bien vu qu'on en a appelé à l'estime de soi. Vaccinez-vous, sauvez les personnes âgées que vous pouvez voir et compagnie, au nom du devoir. Restez en vie, sauvez votre vie. C'est l'amour de soi. Donc, certaines fois, les deux peuvent être liés, réunis, réconciliés dans une argumentation. De la même manière, est-ce qu'on va acheter une piscine, ma chérie, ou pas? Voilà, bonne question. De la même manière, les data centers de l'IA qui consomment énormément d'eau,
voyez, à chaque fois, on peut essayer de trouver l'estime ou l'amour, pour paraphraser Saint Augustin le Grand, qui est toujours d'actualité. De la même manière, il y a une pub que j'ai vue sur les réseaux sociaux, sur Internet, en 2025. Alors, je ne fais pas de la pub pour cette pub, je m'en fiche, moi, de la marque. Donc, je crois qu'il faut citer plusieurs marques. Donc, il y a Lidl, Carrefour, Super U, Géant, je ne sais pas quoi. Bon, Intermarché, Leclerc, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Bon, donc là, c'était une pub de Lidl. Et la pub de Lidl, vue donc sur Internet en mai 2025, était la suivante. Mais pourquoi choisir entre le prix et le goût quand on peut choisir Lidl? Choisir le goût, eh bien, et choisir le prix ne peuvent être dans la même catégorie d'amour de soi, mais pas forcément. Vous voyez, dans le grand discours écologique, vous voyez par exemple l'autre jour dans le train, vous avez choisi le moyen le plus économique au plan du CO2, machin bidule et compagnie. Là, ça fait appel principalement à l'estime de soi, même si pour les écologistes, attention, comme c'est une doxa émergée, connue, on verra les termes de doxa, d'opinion commune en doxa, et tout ça plus tard, dans les petites vidéos consacrées à ça, eh bien, ça, une fois qu'on a acquis très profondément telle estime de soi, elle devient amour de soi. C'est-à-dire que si vous dites à un écolo, salut camarade, comment vas-tu? Ouais, ça va, ouais, non, ça va pas parce qu'il y a le réchauffement climatique. Oui, mais toi, mon ami, tu roules en vélo, même mieux, tu marches à pied, et donc tu respectes la planète. Hop, on a tiré l'estime de soi en amour de soi, et notre camarade syndiqué écologiste est tout sourire. Voilà, ok. Donc c'est aussi simple et aussi bête que ça, mais il faut absolument le voir. Et j'insiste là-dessus, contrairement à Bourdieu et tous les gars là, qui systémisent une intuition. Tous ces modernes, ils ont bien sûr des intuitions qui sont bonnes, mais ils systémisent, ils en font un système qui fait qu'on ne peut pas en sortir et qui fait qu'après on est contraint, obligé de ne voir le réel, d'essayer de ne voir le réel que sous un seul angle. Or, petite expérience que moi je fais souvent avec mes étudiants, quand en amphithéâtre ou en cours, enfin peu importe, je leur dis, dites-moi ce que vous voyez. Ah, bah, camarade président élu à vie, on vous voit. Ouais, ok, on m'oublie. Qu'est-ce que vous voyez? Ah ben on voit le tableau noir ou les grands écrans, parce qu'il y a des amphis là où il y a des grands écrans superbes d'ailleurs. Bon, je leur dis, mais non, moi je vois le haut de l'amphithéâtre avec les portes, celles qui permettent d'entrer et de sortir. Alors bien sûr c'est pédagogique, parce que les deux regards sont vrais. Et si j'étais en bas en regardant comme ça ou comme ça, je verrais autre chose. Vous voyez? Donc, quand on fait un système de sa pensée, de son intuition première, et Bourdieu par exemple n'avait pas tort en disant qu'il y a un déterminisme relatif au plan social, mais quand on systématise la pensée, on devient ce qu'on appelle fasciste. Désolé, camarade Bourdieu, hein, voilà, bon. On devient, ou néo-fasciste, pardon, pour être précis, ou crypto-marxiste, ça revient grosso modo au même. L'homme, même s'il y a des déterminismes, alors, un déterminisme tout simple, c'est qu'on a deux jambes. Donc, on ne peut pas courir comme un mille pattes. Ok, d'accord, très bien. Ok, ça, là-dessus, on est d'accord. Il y a effectivement un relatif déterminisme social, économique, tout ce que vous voulez, intellectuel, machin, bidule et compagnie. Mais en même temps, il y avait le chanteur, je ne sais plus comment il s'appelait, qui chantait « Il est libre, Max ». Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas fait carrière dans la musique. Bon, on est libre de choisir. La preuve, pour s'il y a des gars de droite qui me regardent, ou la doxa, c'est l'Algérie française, l'Algérie française, l'Algérie française. La torture,
a été nécessaire. Pourquoi? Parce que, par Massu, pourquoi? Parce que quand il a reçu, lors du gouvernement socialiste ou avec des socialistes, de régler la question de la campagne terroriste à Alger, eh bien, on lui a fait comprendre qu'il fallait tous les moyens. Et donc, il a choisi, lui, considérant. Encore une fois, ce qui est important, c'est de comprendre la logique de la personne. Pas de la valider, mais pour l'invalider, il faut la comprendre. Hein. Donc ce que je vais dire, ce n'est pas une validation de la pensée de Massu. Massu se dit, il y a des attentats terroristes du FLN, ou d'une partie du FLN, eh bien on va catcher tout le monde, on va neutraliser tout le monde, et puis ça va être vite vu, avec toutes les dérives de torture, d'humiliation qu'il y a eu, parce qu'on ne peut pas dire le contraire. Et même si vous êtes le descendant d'un responsable OAS, le réel impose de voir cela. Alors vous allez me dire, parce que l'autre jour j'ai discuté avec des personnes qui ne m'avaient pas l'air complètement gauchistes et qui me disaient « Ouais, mais Massu, il a eu raison, ouais, de toute façon, il fallait les arrêter, les faits, les compagnies. » Ouais, ok mec, sauf que il n'était pas contraint d'agir. La preuve, des gars comme Élie Denoy de Saint-Marc n'ont pas torturé. Le général Bollardière n'a pas torturé. Mieux que ça, en faisant le système de SAS, c'est-à-dire de l'action psychologique, en respectant l'humain, puisque c'est un être humain, qu'il soit algérien, ou qu'il soit français, c'est un être humain, point barre. Surtout quand on sortait de la Seconde Guerre mondiale où les hitlériens torturaient. Donc à un moment, un certain nombre d'officiers ont dit « Mais non, même si j'en reçois l'ordre, je reste en deçà ou par-delà le fait d'être militaire, je reste un être humain et je ne vais pas imposer la torture, je ne vais pas torturer une personne, fût-ce pour éventuellement avoir des renseignements. » Alors, Massu a gagné, mais il a gagné immédiatement, mais pas sur le long terme. Parce que les abominations de torture qui ont eu lieu pendant, non pas la guerre d'Algérie, c'était un département, donc c'est pas une guerre, c'était techniquement parlant, juridiquement parlant, à l'époque en tout cas, c'était ce qu'on appelle un maintien de l'ordre. Eh oui, même si, bien sûr, c'était une guerre, tout le monde appelle ça la guerre d'Algérie, mais juridiquement, ce n'était pas une guerre. Eh bien, on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre d'Algériens, pas tous, ont une haine ou éduquent peut-être dans une certaine haine anti-française, coloniale, peu importe le terme. Mais c'est aussi parce que, bien sûr, c'est aussi parce qu'il y a eu des actes de torture, la corvée de bois et tout ça. Je renvoie à JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'Express, et tout ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour, on pourra en parler. Bon, donc, nous sommes tiraillés, mais nous sommes libres, et fondamentalement, chaque être humain aspire, souhaite, veut, espère, travaille, prie pour retrouver ou pour trouver l'harmonie intérieure. Et c'est pour ça que dans un couple, on dit ils ne font plus qu'un. Ça ne veut pas dire qu'ils... Non, ils sont toujours deux. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette harmonie avec l'autre et intérieurement, il y a cette harmonie. Et l'harmonie, la paix, qui est le but de la cité, le but politique de la cité, elle est aussi pour être intérieure. Ça veut donc dire en rhétorique que autant il faudra savoir opposer, autant à d'autres moments, quand cela est possible, il va falloir réunir, réconcilier et proposer une harmonie, puisque l'auditoire a toujours en interne une lutte entre l'estime de soi et l'amour de soi. Hop. Est-ce que l'estime de soi, c'est torturer les fêles au nom de la raison d'État? Ou est-ce que l'estime de soi, la vraie, la grande, la plus haute peut-être, c'est de reconnaître à l'autre sa dignité humaine et donc de ne pas le torturer. Dernier petit point, parce que ça va faire 20 minutes, dernier petit point. J'aime bien cette citation d'Émile Zola.
qui reçoit des courriers où ses lecteurs lui disent, parce qu'il a été journaliste, ils lui disent ben alors dans quelle école de pensée êtes-vous? Quand je dis réalisme, c'est pas une école de pensée. Il y a les idéalistes, où là c'est la gnognotte, mais il y a le réel. Bon. Et il répond, je serais désespéré si mes lecteurs croyaient un instant que je suis ici le porte-parole d'une école de pensée. Je suis de mon parti, dit-il, c'est génial, je suis de mon parti, du parti de la vie et de la vérité, voilà tout. Émile Zola, dans Mes haines, présentation par Henri Mitterrand, ressources 1979, page 299, c'est-à-dire 300 moins 1. Alors, un truc tout simple et tout bête. Est-ce que il faut parler tout de suite de l'anthropologie politique? Non, parce que ça fait déjà 20 minutes, les amis. Donc, on s'arrête là. Je résume l'anthropologie globale. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, l'auditoire est composé d'êtres humains, hommes, femmes, qui sont là pour décider, trancher. Et donc, l'être humain, chaque être humain, quelle que soit la couleur de peau, l'âge, le niveau intellectuel, est un être humain. Il y a une dignité humaine. Il y a un droit naturel qui ne va pas s'opposer par définition, par principe, au droit positif de la cité, de l'entreprise, du règlement intérieur du club de foot. L'homme qui est libre et fondamentalement, qui est finaliste, est fondamentalement tiraillé, pour reprendre la phrase de saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et en rhétorique, en prenant en considération tout cela, entre l'estime de soi et l'amour de soi, on va les opposer bien sûr, mais quand on le peut, on va les réconcilier. C'est ça qui est important. Camarades, amis, bretteurs et rhéteurs, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas les amis, la chose la plus importante, la vie est belle.